On ne va pas se voiler la face, le grand public a un problème avec le divertissement populaire aujourd'hui. Surtout quand il s'agit d'un film qui cherche à remettre au goût du jour un long métrage qui a peut-être perdu de son impact sur le spectateur. Dans ce contexte un peu étrange pourtant, de nombreux cinéastes s'attaquent à des monuments qui ont façonné la culture cinématographique de certains spectateurs, allant du gros délire jubilatoire des années 80 aux classiques emblématiques d'une époque qui ont forgé la cinéphilie de certains auteurs actuellement forts à Hollywood. Pour autant, on aime ça. On aime voir ces icônes remises au goût du jour et dont le feu sacré parfois éteint par le temps et les sorties cinéma récentes a besoin d'être ravivé, soit pour captiver les foules, soit pour simplement donner envie aux gens de s'intéresser à ces petits morceaux d'histoire qui, à leur manière, ont forgé un peu de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Au milieu de cela, il y a des anomalies. Des films qui forment un tout, parfois douteux, parfois simpliste, mais qui avec le temps et un peu de réflexion, forgent un bout de renouveau, comme le morceau qui se clôt ce mercredi. Ce morceau, c'est un préquel. Un préquel d'un film emblématique du cinéma de science-fiction des années 60, le préquel d'un classique né à la fin de cette décennie et qui a dominé pendant longtemps le monde de la SF grand public, quitte à inspirer parfois des idées douteuses de remake ou de suites un peu étranges. Pour autant, ce qui se clôt ce mercredi semble fort, au vu des deux précédents films mis en place, et de la place que porte cette trilogie dans un cinéma actuel qui manque de fraîcheur, et qui surtout manque d'originalité, et même s'il s'agit d'un préquel, le projet est ambitieux, important, passionnant, et surtout pose les bonnes questions, et de la bonne manière. La nouvelle trilogie autour de la planète des singes s'impose comme un modèle de blockbuster novateur, peut-être parmi les plus inventifs et les plus frais au sein d'une production où tout ne semble que facilité. Pourtant, cela commençait calmement en 2011, lorsque Rupert Wyatt, accompagné par les deux auteurs en vogue à Hollywood Amanda Silver et Rick Jaffa, décidèrent de porter à l'écran, dans une réinterprétation moderne, le roman de Pierre Boulle, le temps d'un film qui allait s'avérer surprenant, mais pas aussi étonnant que le seront les suites. Dans ce premier long métrage assez classique en termes de divertissement pur, on retient surtout une modernisation fascinante du mythe, prenant la place des singes, plutôt que celle de l'homme, pour permettre au spectateur un questionnement sincère autour de la captivité, de la justice, et de qui a finalement le plus raison de se battre pour ses idéaux. Le premier film sera un brouillon pour la suite, la simple mise en place de ce qui permettra à cette trilogie de gagner en caractère et surtout en forme et en propos, comme si au travers de ce premier film, seules les fondations étaient consolidées. Car c'est dès le deuxième film que l'on sentira quelque chose de différent se mettre en place, quelque chose d'avant-gardiste presque, puisque 3 ans plus tard, Matt Reeves et Mark Baumbach reprennent la main de la trilogie pour imposer un objet dramatiquement et visuellement fascinant, posant les bonnes questions et cette fois, de la bonne manière. Par le biais d'une mise en scène juste hallucinante d'audace et d'une écriture mêlant conflit humain et primate, le temps d'une œuvre humaniste et émotionnelle comme rarement on en a vu dans le genre, le long métrage se permet l'audace d'être une œuvre dingue, d'être un moment de cinéma coup de poing, d'être un film comme rarement on a l'occasion d'en voir en salle et d'en espérer dans le genre du blockbuster grand public. De ce deuxième film naîtra un besoin fort d'apporter de la nouveauté dans le genre du blockbuster et surtout confirmera que Matt Reeves est bien plus qu'un simple réalisateur caméléon, mais bien un auteur captivant et inventif. Alors que le troisième long métrage sort en salle aujourd'hui, ces deux films démontraient une chose lors de leur sortie. George Lucas et Steven Spielberg n'avaient pas tout juste finalement sur la mort du blockbuster. Ces deux films, dans un sens l'un comme l'autre, s'imposent comme des œuvres cherchant à amener de l'humanisme dans un cinéma qui cherche justement à faire oublier l'être humain qui sommeille dans un héros pour simplement faire ressortir le super qu'il y a au sein du héros. Reeves et Wyatt voient dans ce personnage de César ce que l'humanité se doit d'être, un personnage se battant pour ce qui lui semble être le plus juste et surtout ce qui lui semble être le plus important. Une famille, un ami, un proche, un compagnon. César est finalement ce qu'il y a de mieux dans l'humanité et ce que l'humanité va pourtant chercher à détruire. Et à leur manière, chacun de ces films propose de réfléchir autour de cela. De manière plus ou moins subtile, mais d'une certaine manière tout de même. Et en cela, c'était une audace de le faire ainsi à cette époque, surtout avec des productions aussi ambitieuses financièrement. Au sein d'un film qui peut sembler classique dans sa mise en scène et son écriture, Wyatt a tout de même réussi à poser ses questions, à les mettre en place, et à proposer aux spectateurs de ne pas simplement se divertir, mais également de réfléchir et d'accepter de regarder une œuvre qui impose aux spectateurs de se remettre en cause. Forcément, il y a la parabole sur la maltraitance des animaux qui amènera cette révolution, mais également, il y a cette idée de ne pas accepter de regarder dans les yeux l'évolution et de simplement chercher à la faire taire, à la repousser et à ne pas accepter de la regarder et d'aller plus loin pour voir les possibles, et c'est là que l'on tire l'essence de la base de cette trilogie. De cela, Wyatt pose peut-être par-dessus une mise en scène un peu trop classique, mais réussit tout de même à en extirper une essence humaniste et poétique qui appose un peu de fraîcheur à ce type de divertissement. Et puis vint Matt Reeves, et alors là, le deuxième long métrage est un coup de poing, une claque. Un film à l'ambition démesurée en termes de graphisme, poussé par une écriture divine, cherchant à amener l'humanisme et le poétisme des personnages dans leurs retranchements les plus bouleversants et les plus fascinants. Une mise en scène constituée uniquement de plans fixes pour faire ressortir la brutalité des actions peintes à l'écran,
Allié à un scénario faisant de l'homme et du singe des personnages dupés par leurs autorités et malmenés dans le seul but de se battre l'un contre l'autre, il en fallait de l'audace. Et Mark Baumbach et Matt Reeves ont su en avoir dans une époque où Hollywood n'était pas si fan que cela de l'audace d'un auteur derrière la caméra ou sur le papier. C'est cela qui a créé la légende autour de ce deuxième film, et c'est cela qui a créé au fil du temps cette attente autour du troisième et supposé dernier maillon de la chaîne renouant avec le long métrage de 1968. Le cinéma a besoin de ce genre de renouveau, de ce genre de prise de risque, de ce genre d'envie cinématographique. Celle de ne pas simplement voir dans le remake ou le préquel ou encore la suite le simple besoin financier, mais d'essayer aussi d'y mettre un peu de modernisme et de voir plus loin que simplement saupoudrer de parfum la base d'un objet gorgé de nouveautés. Le troisième volet s'annonce épique, encore plus ambitieux que le deuxième, et pourrait bien sceller une certitude, celle que le blockbuster, entre de bonnes mains, peut être quelque chose de fascinant, et bel et bien l'objet divertissant et grand public, capable de renouveler le cinéma moderne, si les bons auteurs en font leur fer de lance. Ainsi, l'avenir seul nous dira si à sa manière, Matt Reeves aura su changer le regard des producteurs et des réalisateurs, ainsi que des spectateurs, sur le blockbuster moderne et son influence sur l'être humain.